Top départ de la marche des pères. Et oui, une initiative dont tu nous parles. Un Marseille-Paris à pied pour défendre l'égalité parentale et le bien-être des enfants. Ça va être sportif, Solène. C'est combien de kilomètres entre Marseille et Paris ? 800. 800 km. Bah oui, un peu moins, non, un peu moins. Non, je connais la géographie. Un peu moins. En tout cas, eux, ils vont faire 800 km avec 33 étapes. Sur la route, arrivée prévue le 17 décembre prochain dans la capitale, devant l'Assemblée nationale, où ils espèrent être reçus notamment par le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, Adrien Taquet. Ils sont 10, entre 30 et 50 ans à réaliser cette marche symbolique. 8 hommes, 2 femmes. 3 objectifs. Le principal, c'est faire de la résidence, de la garde alternée, un principe de base. Renforcer également la loi pour les non-représentations d'enfants, qu'on appelle aussi enlèvement parental. C'est plus parlant. Ça concerne des milliers d'enfants mineurs chaque année. Enfin, ils réclament des mesures contre l'éloignement géographique volontaire. Des mesures dont le bénéfice sur le bien-être des enfants est scientifiquement prouvé. Écoutez. Dans les cas où la résidence est partagée, c'est là où les enfants ont les meilleurs résultats scolaires. C'est là où les enfants ont les meilleurs indicateurs de bien-être. On essaie vraiment de porter des revendications sérieuses pour faire évoluer vraiment le code civil et la loi au niveau national. Et pour cause, en France, en 2020, sur 4 millions d'enfants de parents séparés, seulement 480 000, soit 12% vivaient en résidence alternée, contre eux, écoutez bien, 48% en Suède, 40% en Italie, et dans plus de 6 cas sur 10, eh bien, c'est encore la mère aujourd'hui qui obtient la garde. Bonjour et bienvenue dans le numéro 81 de Jaf ta mère, l'émission sur la famille contemporaine avec Stéphane depuis les studios de Périgueux dans le Périgord libre. Cette petite introduction sur la marche des pères de Damien Meurant qui progresse et qui se rapproche de leur arrivée prévue le 17 décembre devant l'Assemblée nationale à Paris après un départ de Marseille. La mobilisation sur Internet est toujours aussi charmante avec des photos de parcours de papas qui réalisent des chœurs durant leur déplacement. Mais aujourd'hui, l'invité principal de l'émission est Ambroise Debussy. C'est donc la seconde partie de cette interview pour l'auteur du livre Un parricide ordinaire. Monsieur Debussy, c'est un pseudo professionnel du droit qui nous fera partager aujourd'hui ses sentiments sur l'illégitimité ressentie parfois par un parent qui peut être renvoyé par l'institution, la non-définition du terme intérêt de l'enfant, la discrimination dans l'environnement de la justice familiale avec les archétypes archaïques. Nous nous demanderons ensemble si tout cela c'est encore du droit, pourquoi un tribunal avec toute la violence pour un acte qui est devenu banal, et nous finirons par un petit mot sur la médiation préalable obligatoire qui est maintenant testée dans un certain nombre de tribunaux en France. Alors, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, deuxième émission avec Ambroise Debussy, l'auteur d'un parricide ordinaire aux éditions NCB que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies ou alors en ligne sur Amazon. Nous avions vu la semaine dernière différentes études statistiques, nous avions parlé des effets pervers du système, des avocats qui se financent sur les conflits familiaux, nous avons présenté le livre. Je voudrais aujourd'hui que l'on revienne sur cette étude que vous aviez faite parce qu'en fait le livre repose quelque part sur une partie de votre travail d'analyse de l'environnement. Nous avons le regard justement de l'environnement et de la pression sociale dans le cas des divorces conflictuels, que ce soit l'école, que ce soit l'entourage général qui se comporte d'une manière particulière. Vous avez aussi creusé ce thème dans le livre. Comment vous avez identifié tout ça et qu'est-ce que vous avez vu ? Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, le parent qui est évincé de la vie de son enfant parce que l'enfant réside chez l'autre parent, quand en plus s'ajoute une distance kilométrique, devient illégitime aux yeux des institutions qui prennent en charge quotidiennement l'enfant. Et la première institution qui prend en charge l'enfant, c'est l'école. L'école, elle est souvent, malgré elle, instrumentalisée dans le conflit par le parent souvent qui bénéficie de la résidence, qui va le premier inscrire son enfant à l'école, qui va le premier l'emmener le matin, aller le chercher le soir, éventuellement au cours de la pause méridienne.
et qui va être l'unique interlocuteur de l'école. Et ça, c'est terrible parce que lorsque vous êtes le parent, des retours d'expérience que j'ai eus, de ce que j'ai pu constater et lire, c'est terrible parce que lorsque vous êtes le parent évincé, que vous vous présentez à la grille de l'école à la veille des vacances de la Toussaint ou à la veille des vacances de Noël, on vous regarde d'un œil un petit peu étrange en se demandant mais qui est cet individu ? Ah tiens, on ne sait même pas si c'est un parent, si c'est un copain, si c'est un grand frère. On voit ce parent, on lui remet l'enfant en n'étant pas trop rassuré, on vérifie bien qu'il s'agit du parent. Et puis, il y a cette construction du coup qui rentre à l'intérieur des pores du parent quelque part, parce que celui-ci ressent effectivement cette défiance de l'institution à son égard, et progressivement, et c'est ça qui est terrible, peut le faire se sentir illégitime lui-même. Et c'est ce que va éprouver le héros à un moment donné dans le roman. Il se demande s'il est encore légitime à demander le travail de son enfant, les notes de son enfant. Alors en plus, c'est terrible parce que l'éducation nationale ayant vécu pas mal de réformes, elle ne note quasiment plus les enfants. Donc quand vous êtes à 400, 500, 700 kilomètres de votre enfant et qu'on vous dit « Ah, il a validé certaines expériences, mais il n'en a pas validé Avec d'autres. » un passage somptueux sur les accents de Toulouse. Je ne vous dis que ça. À nos amis lillois, qui vont rire en lisant ce passage. Mais bon, allez-y, continuez. C'était vraiment... Voilà, c'est terrible de devenir soi-même illégitime à travers le regard des autres et de se persuader de cette illégitimité. Et là, effectivement, il faut que le héros ou l'héroïne se batte pour essayer de se convaincre qu'il n'est pas illégitime parce que on lui renvoie en permanence des figures d'illégitimité. Alors, vous l'avez face à l'école, vous l'avez parfois quand certains parents se rendent dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour déposer plainte pour non-représentation d'enfants parce que ils doivent les voir une fois pour les vacances scolaires ou un week-end par mois ou un week-end tous les 15 jours et l'enfant ne leur est pas remis. Donc, parfois, ils décident d'aller déposer plainte parce que c'est un délit qui est sanctionné très durement par le code pénal. En théorie. Mais il peut arriver, en tout cas ça arrive dans le roman, que l'accueil soit glacial au commissariat et à la gendarmerie parce qu'on fait comprendre aux parents en réalité qu'il est tout à fait illégitime à se plaindre et que tout ça se réglera avec le temps et que c'est pas grave, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, cette illégitimité qui est renvoyée par les institutions qui sont en prise avec les enfants et avec les parents, elle peut pénétrer effectivement le parent qui se bat et lui-même commencer à le faire douter. Et quelque part, j'avais entendu un neuropsychiatre intervenir dans un colloque récemment à Paris. C'était extrêmement intéressant. Il avait cette réflexion de dire, finalement, est-ce que la meilleure solution pour le parent qui est évincé, ce serait pas de faire ce jugement de Salomon et de se dire, bon, très bien, j'ai l'impression, je sens, on me renvoie que je suis illégitime. Est-ce que la meilleure solution pour mon enfant, pour qu'il vive dans un environnement apaisé, ce serait pas tout simplement que je me retire et que j'accepte les quelques miettes qui me sont données de voir mon enfant de temps en temps et de ne pas chercher absolument à le voir absolument, à le faire grandir à mes côtés, puisque visiblement, tout le monde me renvoie que je n'ai rien à faire dans la vie de mon enfant. Et finalement, est-ce que c'est la position de sagesse pour le bien de l'enfant, ça serait pas celle-là? Et d'ailleurs, c'est une réflexion qu'on rencontre chez certains juges des enfants avec lesquels j'ai pu converser, qui me disent « Ah mais effectivement, c'est sans doute terrible quand on se rend compte qu'il y a un des deux parents qui est un bon parent, mais on pense que finalement, le conflit est tel que tant pis pour lui, on va maintenir l'enfant chez le parent chez lequel il réside déjà, parce que si on le confie à moitié chez l'autre parent, il va ressentir la tension ou autre. Alors ça, visiblement, ce sont des idées qui circulent. Alors elles sont peut-être majoritaires, je l'ignore, mais elles renvoient à cette idée selon laquelle il y a une perception quand même très particulière de l'intérêt de l'enfant et aussi une considération que l'enfant, s'il ne voit pas son parent, alors dans ce cas, il considère qu'il n'y a pas de conflit et tout va bien dans sa vie. Je le crois pas. Au contraire, vous avez une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle Summit for You, qui montre que quand il y a des tensions parentales, la mise en place d'une résidence alternée permet de dépassionner le conflit et permet au contraire d'apaiser le conflit. Sûr, c'est un pacificateur parce que chacun des deux parents se rend compte effectivement des contraintes de l'autre dans la gestion de l'éducation de l'enfant et devient un petit peu plus... Mais déjà, ils se voient plus, il n'y a plus de passage de bras, ça se passe à l'école, et puis deuxièmement, il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus d'enjeu, il y a moins de tension, si vous voulez, ça marche exactement. Plus. Exactement. Et ça, alors on commence à le voir émerger dans certaines décisions de justice, de cours d'appel, notamment de Versailles, de Montpellier, de Bordeaux. J'ai vu passer des arrêts de cours d'appel qui indiquent que la résidence alternée, qui motive de cette manière, selon laquelle la résidence alternée est véritablement un pacificateur des relations parentales, mais qui profite à l'enfant. Et c'est un mouvement qui est peut-être en train de naître, et je crois qu'il faut encourager. Parce que c'est vrai que laisser les juges arbitrer en fonction simplement de l'expression intérêt de l'enfant,
c'est aussi faire peser sur eux une charge énorme parce que personne n'a défini ce qu'était l'intérêt de l'enfant. Et autour de cette expression finalement relativement creuse, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur de cette expression. Chez certains, l'intérêt de l'enfant, ça sera d'aller à droite, chez d'autres, ça sera d'aller à gauche, chez des troisièmes, enfin, ça sera d'aller au centre. Mais à partir du moment où vous utilisez un standard, on dit en droit, un concept que vous n'avez pas défini, que vous n'identifiez pas avec des éléments qui se tiendraient à l'âge, à la nécessité qu'aucun des deux parents ne soit évincé de l'éducation de l'enfant, etc. À partir du moment où vous vous contentez de renvoyer pour arbitrer la résidence de l'enfant à la notion d'intérêt de l'enfant sans définir ce qu'est l'intérêt de l'enfant, alors c'est la porte ouverte effectivement à n'importe quelle interprétation. Et ça explique aussi que, en fonction de la juridiction devant laquelle vous vous trouvez, vous avez 100% de chance d'aller à droite, ou 100% de chance d'aller à gauche, ou 100% de chance d'aller au milieu. Et c'est une vraie difficulté que le législateur ne lève pas quand il renvoie simplement à la notion d'intérêt de l'enfant pour arbitrer un conflit parental sur l'éducation de l'enfant. Alors que d'autres pays ont fait le choix, eux, de définir ce qu'était l'intérêt de l'enfant et même de poser par principe que l'intérêt de l'enfant, c'est de résider chez ses deux parents. C'est un choix que la France nous n'a avons pas fait. signé la CIDE. Hein. Oui, alors la CIDE comprend beaucoup d'articles, effectivement, et l'intérêt de l'enfant est... Et d'avoir un accès à ses deux parents. Ah oui. Alors ça, c'est l'article 9, effectivement. Mais le premier article qui parle de l'intérêt de l'enfant, c'est l'article 3 qui parle de l'intérêt de l'enfant et qui indique qu'il faut privilégier toujours l'intérêt de l'enfant, mais qui se garde bien de le définir parce qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas de consensus sur la question. Et ce consensus doit-il être médical? Doit-il être social? Doit-il être politique? Comment l'arbitrer? Est-ce que c'est les sciences de l'éducation qui doivent donner leur point de vue aussi? C'est des vraies questions auxquelles, bon an, mal an, le livre tente de répondre de manière romanesque et fictionnelle, encore une fois, mais qui fournit quelques clés d'analyse de manière un peu incarnée, avec un petit peu d'émotion, un petit peu de rire, un petit peu de larmes, vous l'avez dit. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Sans cœur de la nuit, odeur d'espoir, odeur de la vie, sentier de gloire, la vie de la vie, sentier de gloire. Effectivement, un parricide ordinaire qui explique de manière extrêmement précise, c'est une belle démonstration, comment est-ce que l'on devient papa popcorn quelques jours, quelques semaines par an pour donner un peu à manger des bonbons à ses enfants, les emmener au cinéma et comment, d'éducant, on en est réduit à un rôle de spectateur. C'est extrêmement bien décrit, le mécanisme est bien huilé, il rejoint l'observation que nous avons pu faire dans le monde associatif et dans les permanences. Et nous passons un bon moment à le lire. Alors, avec tout ça, je connais déjà la réponse, mais je vais vous lancer un petit peu sur le sujet. Monsieur Debussy, que pensez-vous de l'égalité homme-femme dans la justice familiale? Alors, dans la justice en général, c'est une préoccupation qui revient souvent. Aujourd'hui spécialement, où on traque toutes les inégalités qui peuvent être faites à toutes les catégories de population. Mais j'ai spécifié familial parce que dans le monde professionnel, si vous voulez, l'égalité homme-femme progresse. On veut dire maintenant, il est quand même raisonnable et courant d'avoir des dames à des postes de responsabilité. Elles ont intégré l'espace professionnel. Maintenant, il y a une translation qui dit translation dit friction. Nous voyons l'homme contemporain qui se considère, qui se comporte d'une manière très différente de ses grands-parents et arrière-grands-parents qui veut rentrer dans la famille. Et donc le deuxième panneau de l'égalité homme-femme est dans la famille. Et donc la famille étant représentée dans les situations tendues de points, des effets de bord par la justice et les services sociaux, moi je voulais votre regard sur ce point-là. Alors effectivement, je crois que la justice aux affaires familiales parfois peut succomber à l'envers de cette domination masculine qu'on a pu observer, qui a été étudiée par les féministes notamment, et qui a montré que dans certaines circonstances, effectivement, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes, notamment dans la carrière professionnelle. Ça a été démontré, mais du coup, l'envers du décor, c'est que si l'univers de l'homme, c'est celui du travail, et l'univers de la femme, c'est plutôt celui du foyer, l'envers du décor, effectivement, c'est que dans la justice aux affaires familiales, on en tire toutes les conséquences. Et du coup, peut-être qu'une décision de justice sera plus facile à motiver quand on a ce présupposé idéologique ou culturel selon lequel, si l'univers de la femme c'est le foyer, tirons-en toutes les conséquences et confions l'enfant à la mère, puisque l'univers du travail, c'est celui de l'homme, c'est celui du père. Et finalement, c'est comme ça qu'un équilibre brinque-ballant se met en place. Et forçons les femmes à rester au foyer en monoparental. Exactement. Et je crois que le roman aussi est un roman féministe, parce que, quelque part, à partir du moment où on contraint, où on ne voit la femme que comme une mère de famille,
on lui rend absolument pas service dans le combat pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle aujourd'hui. À partir du moment où, si vous allez devant un juge aux affaires familiales, on vous explique que une mère étant par hypothèse un meilleur parent qu'un père, si en tout cas c'est expliqué et si ce sont des hypothèses qu'on peut rencontrer, alors eh bien on confine fondamentalement la femme à ce rôle-là et on l'empêche et on rive un plafond de verre au-dessus de sa tête pour accéder à de meilleures situations dans l'univers professionnel. Je crois que l'un renvoie à l'autre et que actuellement le mouvement qu'on va se dessiner en faveur de davantage d'égalité au profit des femmes dans la sphère professionnelle, il doit s'accompagner de davantage d'égalité dans la justice familiale entre les hommes et les femmes. Alors je crois, il me semble voir un mouvement en cette faveur, notamment en faveur de la résidence alternée, parce qu'on parlait. Elle est en décroissance. On l'a vu la semaine dernière avec M. Thierry Berger, on est en train de préparer une PPL à l'Assemblée. La résidence alternée est tombée à 12% d'après l'INSEE. On a perdu 5 à 6 points en 10 ans. D'accord. Alors, dans les statistiques que j'avais menées dans une juridiction récemment, elle était plutôt en progression par rapport aux statistiques nationales de 2013. D'accord. Là, c'est par rapport à l'INSEE, c'est par rapport aux déclarations d'impôts. D'accord. Écoutez, voilà, je crois que j'avais intitulé ça la prise en compte du genre dans la justice des affaires familiales, triste tropisme de la domination masculine. À partir du moment où vous avez l'homme qui est privilégié dans une certaine sphère, eh bien tout est affaire d'équilibre. Forcément, la femme le sera dans une autre sphère. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Bon, alors la question qui me vient en vous écoutant, c'est une question que j'ai depuis un certain temps, mais là, c'est bon, j'ai un professionnel en face de moi, je vais pouvoir lui poser la question. Tout ça, est-ce que c'est encore du droit ? Alors, le meilleur moyen qu'on ait trouvé aujourd'hui pour arbitrer un conflit entre deux personnes, c'est d'avoir recours à la règle de droit. Effectivement, non, mais là, tout ce qu'on raconte, c'est plus du droit. Parce qu'on n'est même plus à l'application de ce qui est voté à l'Assemblée nationale. Pourquoi, lorsqu'on se sépare, faut-il aller dans un tribunal ? Un tribunal, c'est quand on a fait quelque chose de mal. C'est une sanction. Pourquoi faut-il aller dans un tribunal, aller avec des gens qui en fait font de la sociologie, font de l'idéologie et qui n'appliquent pas les décisions de l'Assemblée nationale ? Où est le droit là-dedans ? Alors, le droit, c'est une construction sociale déjà, de toute manière. Hein. Le droit, c'est une construction sociale et c'est un fait social. Et la loi est faite de telle manière aujourd'hui, si vous vous référez par exemple à l'article 373-2-9, je crois, c'est un vocabulaire de juriste, hein, et j'en suis désolé. Mais quand vous vous référez à cet article du Code civil, il dit la résidence peut être alternée. Alors, quand la règle est aussi imprécise, comment voulez-vous qu'un juge se débrouille ? Mais la loi de 2002 avec Ségolène Royal, dans les débats, les choses étaient claires. Madame Royal et la commission des lois souhaitaient généraliser et pousser vers la résidence alternée. Ça fait quand même 19 ans. Je veux dire, les pigeons voyageurs ne sont pas encore arrivés aux différents TGI de province. Hein. C'était la volonté du parlementaire, si vous voulez. Oui, mais la difficulté, c'est que ce qu'il en est ressorti et ce qui a été voté, c'est ce fameux article que je vous ai cité qui dit que la résidence peut être alternée. Donc, oui, non, mais il y a l'esprit, il y a la loi et l'esprit de la loi. S'il était demandé aux juridictions de faire quelque chose qui n'a pas été fait en 20 ans. Nous sommes dans l'idéologie. Sauf que la difficulté, c'est que les juges, eux, doivent appliquer la loi et pas. Alors, l'esprit de la loi, ils doivent l'interpréter, effectivement, peut-être en référence à son esprit, à ce qu'ils veulent y voir. Mais la loi, c'est certes un objet d'interprétation, mais ce que le juge doit appliquer, ça n'est pas l'idée qu'il se fait des débats parlementaires d'il y a 19 ans, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et ce qui est écrit dans le texte aujourd'hui, c'est vous privilégiez l'intérêt de l'enfant, mais on vous dit pas ce que c'est, et 2, vous pouvez fixer la résidence de manière alternée. Oui, alors je veux dire par là, un an et demi d'attente pour avoir une audience qui fait une moyenne de 17 minutes statistiques officielles. Est-ce que c'est vraiment au tribunal qu'il faut gérer ce genre de choses ? On pourrait pas automatiser un peu ? Alors effectivement, il y a d'autres voies de règlement des conflits qui sont mises en avant, qui peuvent, à mon avis, effectivement, permettre aussi aux parents, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'avoir encore un petit peu la maîtrise de l'affaire plutôt qu'elle ne leur échappe quand ils la confient à des mandataires. C'est d'essayer de s'entendre, de se réunir autour d'une table. Il y a beaucoup d'initiatives spontanées, mais aussi institutionnalisées, qui se développent en faveur d'une médiation pour que les parties continuent à se parler, tout simplement. Parce qu'effectivement, un procès, c'est un acte terrible. Un procès, c'est quand on se parle plus. C'est qu'il n'y a plus de communication possible, puisqu'on a besoin d'un mandataire pour parler à un autre mandataire, pour relayer la parole à la personne à qui on veut parler, sous l'arbitrage. Dans ces grands bâtiments avec ces 2 colonnes, cette lourdeur, ces avocats qui sont imposés, qui vendent des procédures, c'est normal que ça se passe pas bien.
Je veux Ah, dire, c'est terrible. L'image d'un parent qui se rend au tribunal, l'image qu'on a de la justice, souvent, c'est une image de justice pénale. C'est un endroit dans lequel on donnait la mort il y a encore 40 ans. Hein. La loi sur l'abolition, c'est 81. Donc, on est face à une institution qui symbolise le troisième pouvoir. Quand on passe devant un tribunal, en général, on n'est pas rassuré. On a les jambes qui tremblent, on a du mal à trouver ses mots, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est effectivement une institution devant laquelle on n'est pas rassuré au moment d'y aller, et ça se comprend. Tout est fait. Enfin, l'architecture dont vous parlez, les mandataires qui parlent à votre place, les robes dont on se vêt, ce sont des comédies, les robes sombres, les robes noires des avocats, les robes noires des magistrats. Puis une ambiance un peu particulière que vous décrivez très bien d'ailleurs, hein, avec exactement. Voilà, l'ambiance un peu tamisée, on l'imagine aussi, ça se passe un petit peu comme ça, les luttes de politique, d'influence et autres. On est très très loin de les chéris, on se sépare, on a 2 chiens, un camping-car, 3 gamins. Bon, il y a un petit choc de culture quand même qui se produit. Hein. Alors effectivement, pour la plupart des gens qui ne sont jamais dans un tribunal et qui n'ont pas forcément fait une faculté de droit, c'est extrêmement violent. Le passage devant un tribunal est extrêmement violent. Oui, et ça peut marquer durant plusieurs années. Professionnel, praticien, romancier, qu'est-ce que vous pensez de l'idée générale qui est de déconflictualiser, de déjudiciariser et de promouvoir la conciliation et autres? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, je pense que le droit, il faut avoir recours à cet instrument qu'est le droit en cas d'extrême limite, effectivement. Privilégier le dialogue, privilégier, si vous voulez, et vous pouvez l'étendre au-delà de la sphère familiale. Hein, ça peut intervenir dans n'importe quelle sphère, commerciale, contractuelle, ce que vous voulez. Bon, quand on voit la charge des tribunaux sur le civil et le familial, effectivement, il y a peut-être moyen de soulager un peu l'institution. Là. Alors, il y a moyen de soulager l'institution, effectivement, d'autant que on est quand même condamné, entre guillemets, à se parler jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc, même après, c'est à vie. Vous avez fait un enfant, c'est à vie. Il y a des mariages, des baptêmes et tout, c'est à vie. Hein. L'autre parent, c'est pour vous. Hein. Vous avez pris perpète, là. Hein. Vous avez raison, si vous commencez à bander vos muscles et à montrer vos armes pour entamer une conversation, et en plus vous allez confier ces armes à un mandataire pour qu'il les utilise à votre place, les 20 années qui s'annoncent vont être extrêmement compliquées à gérer. Donc la suite de votre vie, tout simplement. Voilà, mais alors ça a beau être une pétition de principe, il faudrait arriver à mieux concilier. Comment le faire, ça c'est une vraie question. Beaucoup d'initiatives se montent, les tribunaux ont fait cette expérience, certains tribunaux imposent la médiation préalable avant toute saisine du juge concernant la résidence des enfants. C'est un premier ça y pas. est, ça vient. Je crois que c'était en Europe du Nord, mais je ne savais pas qu'on le faisait en France. Si, ça se fait depuis 3-4 ans devant certaines juridictions pilotes qui expérimentent effectivement la médiation préalable obligatoire. Sinon, vous êtes irrecevable à demander au juge directement qu'il fixe la résidence de l'enfant. Ben ça, alors, c'est bien. Il y a des hypothèses d'urgence, mais effectivement, ce sont des préalables obligatoires qui sont en train d'être généralisés, alors qu'ils ne le sont pas encore à ce jour. Mais dans certains tribunaux de province, effectivement, c'est un préalable obligatoire à la saisine du juge. Sinon, vous êtes irrecevable et donc il faut recommencer du départ. Ok, monsieur Debussy, Ambroise Debussy, un paressy d'ordinaire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous en avez un autre qui arrive? Est-ce que vous allez encore nous faire un peu rire sur nos malheurs? Alors, ça m'a pris beaucoup de temps de composer le premier, mais pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas? C'est une réponse en forme d'interrogation, j'en suis désolé, mais pourquoi pas? Eh bien, écoutez, vous viendrez nous en parler? Avec plus grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Rediffusion mercredi prochain 16h, toujours sur RLP 102.3. Le podcast sur YouTube, vous cherchez Jaf ta mère sur Internet et sur YouTube. Vous aurez nos 81 émissions disponibles sur les vidéos YouTube. N'oubliez pas la page Facebook. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à la semaine prochaine. Bye bye. RLP. Radio libre en Périgord. Jaf ta mère.